Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pause Théâtre, c'est Nina et Camille. Et aujourd'hui nous vous retrouvons pour le récap de ce qu'on a vu en février. Alors d'abord, moi je vais commencer avec Salle des Fêtes, mise en scène de Baptiste Hamman, et conception de Baptiste Hamman aussi, parce que c'est lui qui a écrit le texte. Ça a été représenté au TPM, donc Théâtre Public de Montreuil. Et là, c'est malheureusement fini, mais ils partent en tournée un peu partout dans la France. Et je crois d'ailleurs pendant 2 ans. Donc voilà, il y a le temps d'aller le voir au final. Okay. Je vous avouerai que je suis assez perplexe par rapport à ce spectacle. C'est-à-dire que vraiment... Alors oui, on vous a pas dit, mais on a supprimé le système de notes. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on a eu trop de remarques en nous disant que c'est pas logique, en fait. Parce que parfois on disait « Oui, c'est génial ce spectacle, on met 7 », et l'autre elle disait « J'ai moins aimé, je mets 7 ». Donc on s'est dit que c'est ça. On allait enlever les notes. On n'avait pas la même vision de la note, et du coup c'était trop ambigu pour vous, au final. Oui, excellent. Donc bref, du coup, c'est vrai que pour Salle des Fêtes, je ne sais pas comment penser... C'est très bizarre, c'est-à-dire que je suis assez indifférente. On se sent très perplexe là, mais oui, pour parler. mais vraiment, je sais pas comment m'exprimer, non, parce que, en fait, l'idée est bonne, la mise en scène aussi, il y a beaucoup de sujets importants qui sont traités, mais en fait, ça m'a pas transportée. Je sais pas, déjà, je pense qu'il y a trop de sujets importants, et en fait, l'auteur ne les approfondit pas, et moi, ça m'énerve quand on approfondit pas, un seul thème. Genre, c'est beaucoup plus sympa que le spectacle parle d'un vrai thème, genre les étoiles, n'est-ce pas, qu'on sait que j'ai adoré, qui parle du deuil, qui parle de la mort, tout ça, ils y vont à fond. Enfin, alors que là, ils abordent l'écologie, ils abordent le suicide, ils abordent machin, etc. Mais à chaque fois, en quelques minutes de scène, et ça m'a frustrée, presque. Donc ça. Et du coup, c'est pareil pour les personnages. Il y a beaucoup d'acteurs sur scène, mais on n'approfondit pas leurs histoires aux personnages à chaque fois. Donc on n'a pas le temps, enfin, moi, j'ai pas eu le temps de m'accrocher aux personnages et de me dire... ah ouais, lui, je l'ai bien kiffé. Genre, en fait, je ne saurais pas dire qui est qui, c'est-à-dire je me souviens plus des personnages véritablement. Ça peut être poétique comme texte, parce qu'il y a des très belles phrases, mais en fait, les acteurs passent vite dessus. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'entendre la phrase, d'entendre la poésie du texte, que c'est déjà passé. Donc voilà. Ceci étant dit, les acteurs sont de très bon niveau, le jeu des acteurs était incroyable, mais tous quoi, je les ai adorés. En plus de ça, il y a Olivier Brune qui est joué dedans et je l'ai eu en prof et pépite, voilà. Mais c'est vrai que du coup, comme j'ai pas réussi à m'identifier, à m'émouvoir pour les personnages et leurs histoires, ça m'a cassé sous le délire quoi. Donc voilà. Ensuite, moi je vais vous parler d'un spectacle que j'ai vu à Nanterre-Amandier, 1,8 m de Ivan Viripayev, qui est fini malheureusement. Ça désigne la longueur d'un carré de cellules en prison. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, c'est une pièce très très politique qui parle des manifestations d'août 2020 suite aux élections du président Loukachenko, donc le président biélorusse. Donc tous les acteurs parlent dans leur langue, donc soit en russe, soit en biélorusse, soit en polonais. Et en fait, on a une traduction en direct. Donc t'as les acteurs qui parlent, ils font une pause, t'as des gens qui traduisent en français, et voilà. Ça marche très bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que du coup, on se croit comme dans un documentaire, et c'est très intéressant, parce que du coup, on peut voir toutes les émotions des personnages, des acteurs. Il y avait des acteurs vraiment très touchants, on aurait vraiment dit qu'ils avaient vécu tout ça, parce qu'en fait, tu te rends compte que l'URSS, c'est pas fini, c'est encore le goulag, les arrestations pour rien. Mais c'est vraiment des personnages ou c'est des vrais vécus ? Alors, c'est des vrais vécus, en fait. C'est des vrais témoignages, et du coup interprétés, des gens qui disent qui parfois sont morts. Donc déjà, on est dans l'ambiance dès le début. On a une ambiance très lourde, même sonore. Et du coup, oui, les acteurs, il y avait certains qui étaient excellents, donc notamment, je pense à une actrice qui faisait toujours la maman, et qui était incroyable, on voyait vraiment que ça la touchait et tout. Il y avait d'autres, t'avais l'impression que ça les touchait pas trop. Mais en général, c'était un très très bon spectacle. Donc voilà, je pourrais recommander, mais il n'est plus, malheureusement.
Next, je vais vous parler des lectures qui se sont faites, les lectures de la Comédie Française du coup, qui se sont faites au Théâtre du Vieux-Colombier cette fois-ci. Pour petit rappel, le concept, c'est que ce sont des lectures de textes contemporains par les acteurs du français, et c'est pour faire découvrir des textes qui n'ont pas été encore joués sur scène en France en général, parfois jamais été joués du tout. J'ai préféré ce cycle-là au cycle dernier, parce que le cycle dernier, j'avais pas eu de coup de cœur, alors que cette fois-ci, le deuxième texte qui a été lu, qui s'appelle La Grande Dépression, était incroyable, pépite. Alors c'est de Raphaël Gauthier. C'est un jeune auteur. Il a rédigé un mémoire sur les œuvres de Georges Büchner et de Heiner Müller, et je pense que c'est ses plus grandes influences, même dans cette pièce-là. Au début, quand j'ai vu ça, avant de commencer, j'ai eu peur, parce que c'est vraiment pas des auteurs que je kiffe. Mais, je sais pas, c'était super drôle, c'était bien interprété, c'est bien ficelé. Et en fait, ça raconte, c'est tout un parallèle entre la dépression psychologique, la Grande Dépression, du coup, la grande partie de l'histoire, la Grande Dépression. Et en fait, ils font un parallèle entre l'histoire d'une femme qui est dépressive, entre Disney, qui du coup a été collabo, avec Hitler, tout ça, et du coup Hitler qu'on voit parfois parler et tout. Et en plus, il y a Mickey qui prend vie, et la croix gammée qui prend vie, enfin franchement... C'est un peu comme Jojo, tu sais, le film de Taika Waititi, où t'as un enfant qui a comme ami imaginaire Hitler. Oh, excellent, je ne connais pas Vu. Ça me fait penser un peu à ça quand tu décris. Bah écoute, non mais c'était trop drôle en fait. Enfin, du coup, je vous conseille vraiment d'aller lire, voir La Grande Dépression de Raphaël Gauthier. Sinon, pour les deux autres pièces, je n'en parlerai pas parce que ça ne m'a pas plus ému que ça. Et puis moi, de mon côté, je suis allée voir En attendant Godot, de Beckett bien évidemment, à la Scala, qui se joue jusqu'au 8 avril. Donc vous avez encore la possibilité de le voir. J'avoue que j'ai pas grand chose à vous dire. Encore une fois, je vais dire la même chose que fin de partie. C'est une mise en scène classique, pour un texte classique, comme fin de partie. Mais Beckett, malgré l'interview de la semaine dernière avec Valentin, je n'accroche toujours pas. Ça ne me fait rien. J'ai même trouvé le temps long, c'est-à-dire qu'il a duré que 1h30. Mais pour moi, une demi-heure de moins, ça aurait été parfait. Ça aurait été incroyable. Après, j'ai vraiment préféré le texte de En attendant Godot à celui de fin de partie. Je le trouve plus drôle, je trouve il a plus de consistance, il a un peu plus de sens, mais bon, ça reste quand même du Beckett. Voilà, il y a des passages vraiment drôles. Tous les acteurs étaient vraiment bien, sauf, enfin, il était très bien, mais l'acteur de Vladimir, je trouvais qu'il en faisait un peu trop. Et que du coup, ça a contrasté avec l'acteur qui jouait Estragon, qui lui m'a fait énormément rire. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même une pièce à voir pour découvrir la pièce, pour découvrir un peu Beckett, et parce que c'est quand même un classique. Et voilà, c'est une bonne mise en scène, donc voilà, si vous avez possibilité de la voir, allez-y, surtout qu'il y a des bons tarifs préférentiels pour les étudiants et tout. Enfin, moi j'ai voulu mettre un peu le prix, j'ai mis 20€, mais j'étais au 3e rang. Et c'était vraiment bien. Donc, recommandé. Très bien. Ensuite, je vais vous parler d'un spectacle compliqué. Non, c'était vraiment pas bon. C'est Gogo Othello de Ntando Sele, j'espère que je prononce bien son nom, qui a été représenté quelques dates seulement à la MC93. Alors la MC93, les gars, vraiment, c'est très compliqué pour moi. Elle est hors de ton estime. Non, elle mais est partie. en fait c'est bête, hein, mais à chaque fois que j'y vais, j'aime pas ce que je vais voir. Donc j'ai vraiment pas une bonne opinion de ce théâtre. Le fait est que du coup, Gogo Othello, ça parle pas d'Othello déjà, donc c'est sympa. Je suis allée le voir pour un cours qui est en rapport, le cours est en rapport avec Othello, et elle nous avait déjà prévenu que c'est vrai que c'était assez éloigné, mais je pensais pas à ce point. C'est un mélange entre un espèce de cabaret et de discours politique. C'est très compliqué. En fait, ça donne envie. Non mais vraiment, je sais même pas le décrire. Ça amène des sujets très importants sur le racisme systémique. Bon, pourquoi pas. L'actrice parle en anglais, elle est pas du tout française. Et du coup, je pense qu'aussi ça joue, le fait de la barrière de la langue un peu. Et aussi, c'est pas le même fonctionnement aux États-Unis qu'en France. Niveau racisme, on n'a pas la même vision de la chose, on n'a pas le même vécu avec. En plus de ça, nous, en tant que personnes blanches, c'est un autre délire encore. Donc bref, ça amène un sujet très important. Elle parle aussi de féminisme et tout. Mais sauf que les transitions et la façon de faire gâchent tout.
D'un point de vue purement artistique, ma question c'est pourquoi. Voilà, mais pas le même pourquoi d'Angelica Lidl. Attention, mais pourquoi avoir fait ça comme ça? Merde. Non mais les transitions, en fait c'est un cabaret, du coup si vous voulez il y a plein de numéros différents. Par numéro j'entends texte autant que numéro véritablement de chant, en tant que numéro de pole dance, il y a des pole dance à un moment aussi. Enfin bref, mais les transitions entre ces numéros-là, elles ne sont pas bonnes, elles perdent tout le sens du spectacle et du texte et de ce qu'elle est en train de raconter. Enfin, en fait il y a trop de mélange d'art. Il y a trop de choses. Il y a trop. On comprend pas en fait. Et on n'est pas atteint. Et je suis pas la seule à avoir pensé ça. J'y suis allée avec pas mal de personnes de la fac. Enfin, on était 4, je crois, en tout. Et personne n'a aimé, quoi. Et ce qui est bête, parce qu'elle apporte des trucs super importants sur scène. Donc, on était déçus de ça. De pas avoir été atteint, en fait. Ouais. Voilà. Mais bref, de toute façon, c'est fini. Donc, bon... Voilà, c'était mon avis sur Gogo Othello. Ensuite, du coup, nous sommes allés voir toutes les deux, cette fois-ci, Vie et mort d'un poète. On a été gentiment invités par l'écrivaine, la metteuse en scène et l'actrice, Diane Lotus. Du coup, le spectacle est fini, il a joué tout le mois de février au Théâtre. C'est le premier texte de Diane. C'est sa première pièce qui a été mise en scène. C'est une pièce très poétique. Oui, le texte est très joli, c'est sûr et certain. Mais pour moi, le texte manquait de clarté sur les actions et les changements de lieu. Après, le théâtre fait que ce n'est pas facile non plus, parce que le Théâtre, c'est un petit théâtre, et c'est une boîte noire, en fait. Oui. Donc niveau décor, il n'y a pas énormément de possibilités non plus. C'est ça peut-être le souci qui nous a fait bugger sur les changements de lieu et d'action. C'est vrai qu'en fait, le texte était tellement poétique que je trouve que quand les textes sont trop poétiques, ça a du mal à s'adapter au théâtre. C'est ça. Et surtout que le personnage principal est tout le temps là sur scène. Donc il a souvent des gros monologues. Ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué souvent de suivre. Mais en soi, le texte était très joli. Ah oui, oui. Il y avait plein de bonnes idées. C'est vrai que du coup, en théâtre, je sais pas si c'était assez pertinent, tu vois. Et puis après, bon, bah, on aime, on n'aime pas, mais le comédien principal, on a eu du mal avec son jeu aussi. Par contre, Diane, j'ai bien aimé, elle a une très belle voix. Oui. Alors, elle joue 2 personnages. 2 ou 3, je ne sais plus. J'ai préféré quand elle utilisait sa voix normale. Elle a une très très belle voix, mais quand elle changeait sa voix pour un des personnages qui est un peu un espèce de corsaire, j'ai envie de dire. Un espèce de pirate marquis. C'était bon. Mais ouais, et puis quand elle utilisait sa vraie voix, donc elle faisait elle-même, quoi. Elle était très... Enfin, on y croyait. Oui. Très, très élégante et très... Enfin, voilà. Mais en général, ouais, c'était mitigé. C'est ça, exactement. Mais par contre, en vrai, comme première pièce, parce que si on se remet en tête que c'est sa première pièce... Et que c'est un petit budget. C'est quand même... cool, tu vois, genre vraiment c'était très sympa et un petit plus aussi sur la mise en scène et les costumes qui sont très ingénieux pour un petit budget en fait, tout simplement. Vrai. À part peut-être le besoin de décor pour situer mieux la pièce, bah voilà quoi. Mais bon, hâte de voir ce qu'elle fera dans le futur, ses prochaines pièces, mais voilà, franchement pour une première place, pas mal. Ouais. Par la suite, je suis allée voir Oncle Vania de Tchekhov, mise en scène à l'Odéon par Galina Stoev. Quelque chose comme ça. Et j'étais très, très, très agréablement surprise. Franchement, j'allais au spectacle dans l'optique de... Je sais que ça va être nul, mais je vais le voir quand même. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va à l'Odéon, il me dit qu'il a pas aimé. Qu'importe la pièce, à chaque fois on me dit non, c'était pas bien. Du coup, j'étais en mode, ils vont ruiner Oncle Vania, et déjà que je suis pas fan de Tchekhov, ça va me saouler. Mais j'y vais quand même pour voir. Et j'ai eu raison d'aller contre les préjugés, parce que ça m'a même un peu réconciliée avec Tchekhov. Ça c'est classe quand même. Ça c'est classe. Donc alors tout d'abord on a un décor qui représente une maison vide de meubles. C'est un peu moche, en fait il a voulu représenter comme une salle d'attente et en même temps un entrepôt. C'est une maison de passage où on vit pas vraiment, où on subit la vie. Et puis on n'a pas beaucoup de moyens. Alors c'était très bien joué, l'ambiance générale était super, il n'y avait pas trop de musique, il y avait... Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé la mise en scène, il y avait de très bonnes idées. En revanche, le micro, les micros en général. Les micros, arrêtez d'en mettre dans vos mises en scène, ça ne sert à rien.
Du coup, en fait, t'as des personnages qui parlent et puis tout d'un coup, ils vont au micro, ils disent leur phrase qui n'est pas spécialement plus importante que les autres phrases. Donc il prend un ton différent pour dire la phrase au micro et puis il repart. Quand même, mais ça ne sert à rien. Alors, ça a servi 1 ou 2 fois quand il y a le professeur, le grand, l'incroyable Andrzej Seweryn, qui est un ancien de la Comédie Française et qui s'amuse vraiment avec le micro et c'est très drôle. Il commence à chanter. Enfin, c'était vraiment hilarant, il était incroyable, le personnage. Mais en fait, voilà, j'ai l'impression qu'il a mis le micro pour ces moments-là et que du coup, tout le reste de la pièce, on essaie de justifier la présence de ce micro qui va servir à la fin. Mais le micro est toujours sur scène ? Le micro est toujours sur scène. D'accord. Dès le début. Donc moi, je suis arrivée dans la salle, j'étais en mode, oh là là, il y a un micro, ça va me saouler. Et ça m'a saoulée. Donc voilà, franchement, un message au metteur en scène, je suis personne, je serais peut-être une artiste ratée, mais arrêtez de mettre des micros dans vos mises en scène, ça ne sert à rien. Ça n'amplifie pas le... Comme le Roi Lear, à la Comédie Française, ça ne sert à rien le micro, ça n'amplifie pas la parole. Bref, je suis montée au créneau contre le micro. Le casting, on va dire, comme ça, est assez bon. On a l'incroyable Suliane Brahim. J'ai trouvé que son interprétation d'Elena n'était pas cliché. Elle n'en fait pas ni une chaudasse, ni une meuf qui sait que tout le monde l'aime et elle est malheureuse. Non, elle n'est pas du tout cliché. Et on y croit. Et je trouve que la relation entre les personnages, j'ai trouvé très juste. Il y a juste le casting pour Oncle Vania, qui m'a un peu dérangée parce qu'en fait, normalement dans la pièce, il a presque 50 ans. Et là, il avait, je dirais qu'il a 30 ans. Et ça se voit en fait. Ça se voit qu'il n'a pas assez souffert dans sa vie. Enfin, il n'a pas l'âge pour le rôle, quoi. Et même parfois, il se comportait un peu comme un adolescent. Genre les mains dans les poches, j'en ai marre. Et du coup, il joue très bien, mais en fait, c'est pas le perso. Et du coup, toutes les relations avec Oncle Vania étaient, je trouve, un peu faussées. Par exemple, dans la pièce, on comprend très bien que Elena soit amoureuse du professeur Astroff et pas d'Oncle Vania, parce que Astroff est quand même un peu plus jeune et plus beau et tout. Et là, dans la pièce, on comprend pas parce que, Oncle Vania est aussi jeune et aussi beau, et donc bref, très bonne pièce. Merci Galine Stov. Et c'est à mon tour de vous parler de La mort de Danton à la Comédie Française, mise en scène par Simon Delétang. Donc texte de Georges Büchner. Bon, Georges Büchner, quoi, faut aimer. Moi, je suis pas très fan. Non, en fait, comment dire ? Le texte, c'est spécial. Alors déjà, c'est du théâtre d'histoire. Donc, c'est une ambiance spéciale, en fait. J'ai envie de dire très sombre, parce qu'en fait, ça me raconte la mort de Danton, hein, littéralement. Mais il a pas fait plus compliqué. J'aurais pas parié sur ça, tu vois. Non, mais tu sais jamais, la mort de Danton, on peut se dire, il y a un truc autour, mystique. Pas du tout. En fait, vraiment, Danton meurt à la fin. Voilà, ce n'est... Spoiler alert. C'est ça. Non, bref. Alors, la mise en scène, c'est vraiment du cinéma. Mais c'était magnifique. Vraiment, c'est des images qui sont tellement belles. On dirait... même pas du cinéma, des tableaux, genre de la peinture. Sauf que le problème, c'est que du coup... c'est pas un problème, c'est que ça en devient un problème. Parce que les personnages et les acteurs sont dirigés de façon à ce qu'en fait, quand ils ne parlent pas, ils ne bougent pas. Donc ça donne vraiment l'impression de peinture, de tableau, de ce que tu veux. Mais il y a un moment, ça devient long. Et ça devient un peu bizarre, on s'ennuie par moments, surtout quand le roi parle, Richelieu, interprété par Clément Hervé Léger. Non mais du coup ça parle de la Révolution française et c'est intéressant. Moi tout ce que j'ai à dire c'est que Corbéry joue Danton. Voilà, franchement, je crois qu'il n'y a pas besoin de dire plus juste que ça. Juste aller voir Louis Corbéry. Allez voir Corbéry. Non, alors, étonnamment, tu sais quoi ? Non, mais le jeu d'acteur, je crois que c'est la direction d'acteur, j'ai eu du mal, peut-être, je sais pas si c'est voulu vraiment par Delétang, mais ils ont chacun des sortes de jeux qui sont reconnaissables, que maintenant, moi, en allant à la Comédie Française assez régulièrement, je reconnais. Mais là, les acteurs, mais... Fois 1000. On fait fois 1000 leurs caractéristiques de jeu, ce qui fait que du coup ils font toujours la même chose pendant toute la pièce. Corbéry, il a un espèce de râle dans la voix qui fait souvent très tragédien au final. Il le fait tout le temps. Alors j'aime beaucoup Corbéry, on le sait très bien, mais chérie, il y a des moments, voilà. Faut pas tirer sur la corde. Non voilà c'est ça, mais
Puis voilà, Camille t'aimerait pas, mais il y a un moment, il se branle sur scène, donc Ok. voilà, c'est Ok. compliqué. Ce moment, je l'ai vraiment pas compris, pour le coup. Et j'étais pas la seule, parce que les gens à côté de moi, ils ont regardé, et genre vraiment, je les ai entendus en mode, mais qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, pourquoi ? je n'irai Mais- pas le voir. Bah non, mais je sais pas, il parle d'un truc, et puis il est en train de se branler en même temps, de parler d'un truc qui n'a rien à voir. Bref, c'est un peu le moment qui m'a choquée, entre guillemets, dans la pièce, parce que ça n'avait rien à voir. Mais sinon, ouais, très très beau. Il y a de la fumée, il y a des trucs qui tombent, c'est beau. Et puis ça se passe dans une espèce d'antichambre, où on reconnaît quand même les lieux quand les personnages changent, donc... Non, je vous conseille d'aller le voir si vous aimez le théâtre d'histoire, tout simplement. Enfin, si vous aimez apprendre aussi une partie de l'histoire. Je sais pas si c'est vraiment la réalité, si c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est plausible, quoi. Ça a l'air vrai. Bref, non, mais en gros, j'ai pas en fait, le truc, c'est que j'ai pas grand-chose à dire. C'est que je me suis un peu ennuyée, on va pas se mentir. C'est long. Ah, et aussi, j'étais pas prévenue, hein, mais c'est 2h30 sans entracte. Bah, je les ai vus un peu passer, hein, on va pas se mentir. C'était compliqué. Voilà. Mais Corberry, allez voir Corberry s'il vous plaît. Corberry. Puis je suis allée voir The Dreamer, écrit par William Boutet et mise en scène par lui-même et Amélie Sureau au Théâtre du Gouvernail. Ils sont programmés jusqu'à fin mars au Théâtre du Gouvernail, puis jusqu'au 25 juin au Théâtre La Croisée des Chemins. Si vous suivez notre compte Instagram, vous verrez que nous l'avons recommandé, parce que c'est très bien, c'est très sympa. Il faut savoir que c'est une pièce de fin d'année des élèves du cours Florent, fin de 3e année, donc ils ont monté au sein de l'école et que du coup maintenant ils produisent dans un théâtre. Il faut savoir que c'est un spectacle musical, je n'étais pas prévenue, sinon je n'y serais pas allée, non je rigole. Mais c'est pas vraiment ma tasse de thé les spectacles musicaux, et pourtant j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super moment. C'est un texte très touchant qui parle d'un garçon qui rêve de devenir chanteur à Broadway, et puis il cherche sa mère aussi, et puis il veut évoluer de son cercle familial. Enfin, il y a plein de petites thématiques assez vues et revues dans le théâtre, mais qui sont abordées de manière très mignonne. Et puis au milieu, du coup, on a du chant qui fait très cabaret, avec des voix incroyables. Enfin, il y a que 3 personnes qui chantent, et ils chantent méga bien. Voilà, on est entre le sérieux et la plaisanterie, le délire, le rêve. C'est mignon, c'est drôle. On a un dénouement hyper touchant et assez inattendu, un peu plombant. Mais voilà, on passe un super moment. Les comédiens s'amusent, ça se voit, ils se connaissent, ils chantent bien. Le seul petit point négatif, c'est qu'il y a énormément de machines à fumer. Et genre, je toussais dans ce spectacle. C'est comme ça, un petit théâtre. La fumée elle allait vers nous et genre il y avait trop de fumée et je suffoquais, mais enfin voilà, je vous conseille parce que c'est des élèves de fin d'année qui produisent leur spectacle et c'est un petit budget et c'est hyper bien réussi, donc voilà, allez-y, payez et donnez-leur de l'argent. J'ai enchaîné ensuite avec le spectacle Les Enfants Terribles à la MC93. Comme par hasard. Est-ce qu'on entend déjà ce qui va arriver ? C'était pas bien apparemment. Faut savoir que je me suis jamais barrée d'un spectacle. Enfin non, je me suis pas barrée d'un spectacle depuis Antoine et Cléopâtre à l'Odéon. Et ben c'était catastrophique, on va pas se mentir. Antoine et Cléopâtre, j'étais partie parce que je m'ennuyais comme un rat mort. Mais là, je suis partie parce que c'était nul, quoi. Ah, je suis désolée, hein. Non mais vraiment... Appelons un chat. Bah c'est ça, non mais le pire c'est que je sais que j'étais pas la seule. Je me dis ouais, je pourrais ne pas aimer et les autres gens aimer. Non, en fait les gens à côté de moi ils soufflaient aussi. Non, en gros, alors Les Enfants Terribles, c'est une pièce qui est adaptée à partir de la pièce de Cocteau, Les Parents Terribles. Il y a un film, Les Enfants Terribles, il y a la pièce Les Enfants Terribles, bien évidemment. Et alors faut savoir que de base, ce sont des enfants, donc des gens de 16, 18 ans, quelque chose comme ça. C'est retransposé dans un EHPAD. Et à partir de ce moment-là, on se dit, bon, dans la note d'intention, on se dit, ça passe parce que les passions sont toujours vivantes, même dans un EHPAD, même au vieil âge, les passions sont toujours là. On peut avoir de l'amour naissant, tout ça, ok. Sauf qu'en fait, c'est pas une pièce de théâtre. Non, c'est un opéra. Sauf que c'est pas un opéra, monsieur, c'est une opérette. Non mais, en fait, pour casser un texte, pour casser la mélodie d'un texte quand on l'a trop appris, on a plein d'exercices, ok ? Notamment celui de chanter le texte. Mais alors on fait de la merde, c'est-à-dire que si je dois dire j'ai bien aimé mais je m'emmerde, j'ai bien aimé mais je m'emmerde, c'était ça tout le spectacle, ok ? Vraiment, c'était de l'opéra, mais sans musique, enfin sans mélodie.
Ok, alors ça commence super bien, hein. J'arrive dans le théâtre, c'est un plateau tournant, il y a 3 pianos en live qui tournent en plus, donc vraiment les pianistes sont très très bons. Mais en fait, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as les comédiens qui arrivent sur scène et qui chantent, tu perds toute la signification du texte, tu perds toutes les intentions. En fait, je ne sais même pas exactement de quoi ça parlait, tellement c'était... Bah, il n'y avait pas d'intention, quoi. Enfin, merde. En plus, c'est surtitré, parce que forcément, quand tu chantes en opéra, les temps de voyelles, de consonnes, etc. sont cassés. Donc, vraiment, pour tout comprendre, tout le texte, c'est compliqué. Il y a une utilisation de plein d'arts, forcément, c'est une œuvre totale. Donc, ouais, il y a du chant, il y a du théâtre normal, il y a de l'art marionnette. Si vous voulez mêler les arts, mêlez-les bien. Merci, Ça Camille. serait la conclusion, hein, en fait. Oui. Non. En fait, ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Juste vraiment. Enfin, c'était la dernière date, donc de toute façon, ils se font plus. Mais voilà, vous comprenez pourquoi aussi la MC93, du coup, j'aime pas. Parce que vraiment, à chaque fois, c'est foireux, quoi. Non, mais sérieux. Enfin, en plus, non, mais j'adore Cocteau en plus, hein. Donc, tu me fais ça. Alors, je sais que c'est pas Cocteau, que ça a été adapté, mais quand même, il y a un minimum de respect à avoir, ne serait-ce qu'envers l'auteur des Enfants Terribles au final. Voilà. Bref. Arrêtez de faire des opérettes de merde, s'il vous plaît. Faites des bonnes opérettes. Non, mais sérieux, je te jure. Non, mais là je suis désolée, hein. Là, je suis méchante, quoi. Mais c'était... Enfin, pour que je parte, il m'en faut beaucoup pour que je parte. Ouais. Hein. C'est grave quand même. Hein. C'est dommage. Quant à moi, je suis allée voir ADN de Dennis Kelly au Théâtre de la Tempête, mise en scène par Marie Mahé. Comment vous dire ? Comment vous exprimer ma déception ? J'attendais énormément de spectacles. Déjà parce que j'aime beaucoup cette pièce, j'aime beaucoup Dennis Kelly, j'aime beaucoup Marie Mahé. Alors, je ne l'ai vue que dans Don Juan, mise en scène par Tigrane Mekhitaryan. Mais je l'avais adorée. Et j'étais en mode, elle est incroyable, elle joue trop bien, elle met en scène une pièce que j'adore, mais ça va être incroyable. Et puis elle joue dedans, donc ça va être incroyable. Oh. Je suis désolée Marie, mais j'ai pas passé un bon moment. Je suis allée à la première et j'ai toujours, je me dis toujours que peut-être j'étais pas à la bonne représentation et que parfois il y a des représentations merdiques et on n'y peut rien. Mais là, je peux pas m'ôter de la tête que c'est aussi le jeu d'acteur. Marie est une queen. Elle joue comme personne. Tout ce qu'elle dit, tout ce qui sort de sa bouche est juste, tu y crois. Et on dirait que c'est elle qui parle, que c'est elle le personnage, donc c'est super. Les autres, et en particulier l'actrice qui joue Léa, je subissais. Parce que elle faisait que... il y avait que des artifices, c'est-à-dire que faisait des fausses ruptures qui marchent que quand on est devant les amis et ça fait rire, mais devant une salle de théâtre, ça ne marche pas. Et puis il faut savoir aussi que l'écriture de Dennis Kelly, elle se reconnaît assez facilement parce qu'en fait, il écrit toutes les hésitations. Donc en fait, dans tous les textes, t'as enfin, tu vois quoi, enfin bref. Et la plupart du temps, il ne faisait pas les hésitations, ils enchaînaient parfois. Et il mettait rien derrière. Et parfois, en fait, tu voyais le texte écrit. Tu voyais le moment où ils hésitaient ou comment c'était écrit. Et parfois, il y avait des moments où il y avait la possibilité qu'une personne interrompe l'autre personne. Et il y avait un décalage. Alors peut-être que c'était le soir où c'est pas allé bien. Mais vraiment, moi, j'ai eu beaucoup de mal et j'en attendais tellement. En plus, on voit qu'il y a vraiment... du travail entre Tigrane et Marie Mahé dans leur mise en scène, notamment il y a comme dans Don Juan, il y a une toile derrière qui représente un tableau, il y a des survêtements pour replacer la pièce dans une temporalité proche, voilà, qui nous est connue, sans pour autant avoir un accent des cités, comme on pourrait dire, contrairement à Don Juan. Donc voilà, il y a vraiment eu un travail, je pense main dans la main avec Tigrane. Alors, Tigrane joue dedans, mais moi je ne suis pas allée le soir où il y avait Tigrane. Il est en alternance. Ouais. Il est en alternance, donc je suis un peu déçue. Mais voilà, donc il joue au Théâtre de la Tempête jusqu'au 19 mars. Et je crois que quasiment toutes les dates sont complètes. Mais voilà, ça m'énerve de ne pas en dire que du bien. Parce que j'étais très frustrée. Enfin, j'aime trop. Et je suis déçue. Donc voilà.
Et donc je vais finir sur le spectacle Le Côté des Guermantes, adapté du roman de Marcel Proust À la recherche du temps perdu, enfin un des tomes, parce qu'il y en a beaucoup. Alors c'est pas le côté de chez Swann, du coup c'est l'autre côté. Il y a Swann, il y a vraiment les personnages qui reviennent un peu. C'est spécial parce que c'est adapté d'un roman, donc du coup il y a beaucoup de passages où c'est vraiment genre le texte originel, qui est dit donc par Stéphane Varupen qui interprète Marcel, le personnage principal, qui d'ailleurs Stéphane Varupen, incroyable, je l'aime d'amour. Le chouchou. C'est ça, de plus en plus je l'aime beaucoup. Non, c'était bien, l'ambiance est spéciale, mais c'est très joli. Mais c'est juste que l'œuvre de Proust, elle est spéciale. Elle est lourde en personnages, elle est lourde en intrigue, et en même temps, il se passe pas énormément de choses. Tu sais, c'est un peu à la Tchekhov, cette espèce de truc languissant où il se passe des choses. C'est la haute société, donc leur vie est palpitante, mais en même temps, pas vraiment. Tu vois, ils font des soirées, ils parlent et tout, mais c'est pas une action où il y a un point A, puis un point B, où ils vont. Mais en tout cas, c'est très joli. Les comédiens chantent aussi. Ah oui, mais si, il faut quand même que je le dise. Comme dirait Camille, cependant, les micros. Les micros, purée. Non mais les micros, c'est bon pour les podcasts, ce n'est pas bon pour le théâtre. Non, c'est ça. Enfin là, du coup, il y a des micros qu'ils utilisent pour chanter. Là, forcément, c'est bien. Mais il y a un perchman qui est constamment là, ok, qui est sur scène, mais qui n'est pas un personnage, et qui va prendre le son de certains personnages. Mais je comprends pas pourquoi. Enfin, il y a des moments, à la limite, pourquoi pas, quand il y a beaucoup de comédiens, ils sont 20 sur scène, hein, donc il y a vraiment beaucoup de gens, quand ils parlent tous pour faire de la vie comme dans une fête, je peux comprendre qu'on mette un micro pour entendre un certain groupe, mais qu'on ait quand même une ambiance où les gens derrière chuchotent. Ok, sauf que là, ça marchait pas, enfin, les comédiens, ils savent porter la voix, tu vois. Donc, j'ai pas compris l'utilisation du micro. En fait, j'ai pas compris le perchman, surtout, parce que vraiment, ça détruisait l'illusion, quoi. Moi, je l'ai vu sur les photos de la Comédie Française, mais ça rompt un peu le truc, genre, oui, j'ai l'impression. C'est ça, en fait. Ça rompt un peu... Et puis surtout que les personnages sont au courant que le perchman est là. Ils ne l'ignorent pas. Il y a un des comédiens, je sais plus exactement, mais il y a un des comédiens qui lui fait une remarque carrément en mode « Ça va le perchman Tu vas bien ?» Puis même, il y a des autres micros qui sont utilisés, des micros à pied et tout. C'est spécial comme spectacle, pas mon préféré. Les comédiens cependant sont excellents. Ah, et aussi Serge Bagdasarian, mention spéciale, il est incroyable. Vraiment, je crois qu'il vient de la comédie musicale, qui vient pas du théâtre pur de base. Et il a une voix. Oh, mais à chaque fois qu'il ouvre la bouche, que ce soit pour parler ou pour chanter, mais pour chanter, à chaque fois je suis en mode, oh, c'est bon. Mes oreilles sont bénies. Ah, je le connais pas assez. Je l'ai découvert dans Mes quelle comédie il y a du coup 1 an et demi, 2 ans. Oh, mais qu'est-ce qu'il est incroyable. Il a une présence sur scène aussi qui, quand il est là, il est là. La scène, elle est à lui et on est au courant. Bref. Puis il y a Corbéry qui refait une apparence et ça, moi, je l'aime. Corbéry. Et qui ne fait pas son râle en plus, donc ça m'a fait du bien parce que je suis allée le voir. Je suis allée voir Le Côté des Guermantes 3 jours après la mort de Danton, qui avait pas le râle, ça m'a fait du bien aussi. J'ai entendu Corbéry en tant que Corbéry, enfin. Merde. Oh, les fangirls. Les fangirls. On va rebaptiser notre podcast. Comédie française avec Fan de Loïc Corbéry. C'est ça. Non, bref. Non, mais très sympa. En vrai, allez le voir si vous avez l'occasion. C'est un spectacle qui est long aussi et qui n'a pas d'entracte, par contre, donc prévoyez une bonne soirée pour y aller. Mais non, très joli dans la mise en scène aussi encore. Alors, par contre, oui, non, il y a du nu qui n'est pas nécessaire. Et je sais que toi, Camille, tu n'aimes pas ça. Le nu, pas nécessaire. Moi non plus, encore moins. Ni la mort de Danton, ni Le Côté des Guermantes. On donne vraiment pas envie aux auditeurs, c'est pas grave. Je suis désolée, les amis. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Hein. C'est vrai, hein, s'il faut, vous allez aimer, parce que c'est pas non plus des spectacles que j'ai détestés, hein, du tout. Hein. Il y en a qui ont adoré Le Roi Lear, donc pourquoi pas. Bref, donc voilà, si vous voulez une ambiance spéciale, être plongé dans un monde, dans un univers un peu totalement différent de ce qu'on a tous les jours, c'est très joli. Et les costumes sont très beaux d'ailleurs aussi. Petite mention spéciale, mais voilà. Eh bien, c'est la fin de cet épisode sur les récaps des spectacles du mois de février. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pause Théâtre à 10h. Sur ce, des bisous! Thank you.